Louis. Lesty, c'est quelqu'un qui n'est pas très entreprenant. Alors, ça a un côté très agréable aussi. Il laisse le temps, il a des gestes qui sont très doux. Il me prend la main dans la rue. C'est un homme, voilà, quand on traverse, il met la main derrière votre dos pour vous faire traverser. Il a toujours des gestes très, très doux. Il est très rassurant. J'ai rencontré Lesty sur une application de rencontre, sur Tinder précisément. C'était l'été dernier, donc on est en juillet 2023. J'ai un très bon feeling avec lui dès le début. Les échanges sont vifs, ils sont très très fluides. On échange beaucoup par message, on se parle de nos vies, de nos familles, de nos professions respectives. Et à ce moment-là, il me dit ça tombe super bien que tu bosses dans l'immobilier. D'une, parce que je suis propriétaire d'une maison dans le 95 que j'aimerais mettre en location. Donc idéalement, il aimerait avoir une estimation locative de son bien. Donc je suis tout à fait en mesure de faire ça pour lui. Et en plus, il cherche à faire l'acquisition d'un bien immobilier sur la commune du Perreux, sur laquelle je vis, parce que son ex-épouse, qui fréquente un perruquien depuis 2 ans, s'installe sur le Perreux à la rentrée prochaine. Et donc, pour se rapprocher de ses enfants, il cherche une maison sur la commune. On est tous les deux rentrés de vacances. Lui a repris ses activités. Il est en train de préparer un séminaire à l'étranger pour toute son équipe, donc il est assez occupé. Moi, il me reste 1 semaine de congé. J'ai beaucoup de liberté, donc je lui propose, étant donné que c'est mon métier, de l'aider dans sa recherche de maison. Évidemment, je lui demande ce qu'il recherche précisément. Donc, il me dit qu'il est à la recherche d'une maison relativement grande puisqu'il a 3 enfants. Il me dit qu'il a un budget maximum d'1 200 000 €, qu'idéalement, il préférait ne pas aller au-delà des 950 000 € parce qu'il a un autre projet immobilier dans le sud qu'il aimerait concrétiser. Et il me dit qu'il a un apport d'un petit peu moins de 400 000 € et que son dossier financier est déjà validé. Donc on se rencontre au bout de 15 jours, donc on est tous les deux rentrés de vacances et on décide de se voir un dimanche. On fixe pas forcément de projet, on dit juste qu'on se voit dans l'après-midi. Advienne que pourra, quoi. En fonction du rendez-vous, on avisera. Et donc, on se retrouve dans un centre commercial à mi-chemin entre chez moi et chez lui. Le premier rendez-vous est assez fluide parce qu'en plus, dans ce centre commercial, on capte pas très bien. En fait, on n'arrive pas à se trouver. On essaye de s'appeler, mais les appels téléphoniques ne passent pas, donc on n'arrive pas du tout à se retrouver. Et donc, c'est un peu branle-bas de combat dans le centre commercial et je finis par le retrouver en hauteur du centre commercial. Il avait pris de la hauteur pour essayer de me retrouver dans les allées. Et je m'engage dans une allée et je le vois en haut d'un escalator en train de me faire des grands signes. Donc ouais, la rencontre a été un petit peu farfelue, mais ça a pas mal détendu l'atmosphère. Du coup, ça nous a fait beaucoup rire. Physiquement, moi, c'est pas un homme que je trouve beau, mais c'est un homme qui a beaucoup d'allure. Il fait très beau ce jour-là, donc on se pose en terrasse et on commence à papoter en terrasse. On reste quelques heures ici jusqu'à l'heure du dîner. On décide finalement de se faire un petit resto et on enchaîne ensuite sur un cinéma. Donc on s'est rencontrés sur les coups de 16 heures, il me semble, et on est restés ensemble jusqu'à 1 heure du matin. Aujourd'hui, avec ce qu'on peut vivre avec certains hommes, surtout quand on fait des rencontres sur Tinder, c'est très agréable finalement d'être face à un homme qui donne l'impression de vouloir prendre son temps et de ne pas vouloir nous brusquer, quoi. C'est quelqu'un qui envoie beaucoup de messages, qui a toujours une petite pensée, qui demande toujours comment se sont passées les journées. Je me souviens d'un jour où j'ai été malade, il était super embêté. Enfin, l'idée que je puisse être mal, ça le mettait mal lui aussi. C'est quelqu'un qui se présente comme très protecteur. Il dit qu'il a grandi comme ça parce que dans sa fratrie, c'est le seul garçon. Il a que des sœurs. Et il dit qu'il a toujours grandi dans cet instinct de protection avec ses sœurs. Et effectivement, ça se ressent beaucoup dans notre relation. Comme son ex-femme s'installe sur la commune du Perreux à la rentrée prochaine, lui donc souhaite faire l'acquisition de sa maison sur cette même commune pour être proche de ses enfants. Comme il connaît pas bien le quartier, il me demande si j'accepte un soir de lui faire la visite de la ville. Donc évidemment, j'accepte parce que je suis encore en vacances à ce moment-là et que j'ai tout à fait le temps de le faire et que je le fais avec plaisir. Et donc on part en balade dans le Perreux. Après notre tour de la commune, donc il valide, le Perreux c'est une très belle ville, donc il se met activement à rechercher des biens immobiliers. Il n'arrive pas trop à concilier cette activité et son travail, puisqu'il rentre de vacances, il a repris son boulot et il est pas mal occupé.
Moi, à ce moment-là, je suis encore en vacances, donc je lui propose de m'occuper de sa recherche de maison. J'arrive à lui fixer 8 rendez-vous sur la même journée. Donc on a une visite toutes les heures, hein. Les visites commencent vers 11h et on est en visite jusqu'à 19h ce jour-là. C'est une journée qui est assez chargée. On procède aux visites donc avec les agents immobiliers. Quand on visite des biens immobiliers, on a des bons de visite à signer, donc les agents immobiliers font signer des bons. Moi, souvent, les agents immobiliers me présentent la feuille à signer. Comme c'est pas ma recherche, je transmets à l'ESTI pour qu'il signe. Donc il signe la première, il signe la deuxième visite. Et au bout de la troisième visite, il me dit « Vas-y chérie, signe, c'est pas grave ». Donc je me retrouve à signer les bons de visite. Alors c'est idiot, mais ça fait plaisir puisque ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Les agents immobiliers forcément nous questionnent, nous prennent pour un couple établi, supposent très certainement qu'on est ensemble depuis longtemps et qu'on cherche à faire tous les deux l'acquisition d'une maison. Donc ils nous questionnent beaucoup sur nos enfants et l'ESTI à ce moment-là dit que pour l'instant il y a 3 enfants, mais qu'à court terme il y en aurait 5 puisque j'ai moi-même 2 enfants. Donc tout va très vite. En même temps, quand il fait ça, c'est très agréable pour moi parce que je me dis qu'il se projette avec moi. Et puis oui, en même temps, ça va très vite, mais en même temps c'est tellement fluide et tout semble tellement évident entre nous que ça m'interpelle pas plus que ça. Suite à ces visites, il se positionne sur une maison, une très belle villa contemporaine qui se trouve juste derrière chez moi. C'est une maison sur 3 niveaux avec 4 chambres et un sous-sol complet. Elle a une piscine. C'est une très très belle maison. Elle est affichée à un petit peu moins d'1 100 000 €. Il fait une offre quelques dizaines de milliers d'euros en dessous, histoire de jouer le jeu de la négociation. L'offre est refusée par les propriétaires, donc il finit par faire une offre au prix. Donc la semaine d'après, on prévoit de passer le week-end ensemble parce que c'est le week-end du 15 août, donc il y a un jour férié en plus. Et il me dit le début de semaine qui précède qu'il a complètement oublié qu'il a le mariage de son cousin à Bordeaux. Et que du coup, il passerait pas tout le week-end là-bas, mais que forcément ça allait un petit peu écourter le nôtre. Je lui dis à ce moment-là qu'il n'y a pas de problème. Il paraît pas emballé à l'idée d'aller à ce fameux week-end. Il me dit que ça l'embête, qu'il est pas super motivé à y aller. Mais voilà, il me dit qu'il est témoin de son cousin. Et donc là, je lui dis, attends, tu plaisantes, tu peux pas ne pas aller à un mariage auquel t'es témoin. Donc je l'incite à partir en week-end quand même. Je suis surprise à ce moment-là, parce que je me dis comment on peut oublier le mariage de son cousin. Surtout après toute l'organisation qu'il avait, semble-t-il, mis en place pour ce mariage. Et surtout, je me rends compte qu'il n'a toujours pas loué les chambres d'hôtel pour lui et sa famille. Et il est en charge de ça. Et le mariage a lieu le samedi, on est mardi et il s'en est toujours pas occupé. On est un soir à la maison. Il me dit qu'il a eu énormément de frais pour l'organisation du mariage, que les mariés se sont fait planter à la dernière minute par la personne qui devait leur louer leur voiture, qu'il avait été obligé de relouer une autre voiture, que ça avait engagé des frais, qu'il avait loué les hôtels pour l'ensemble de sa famille. Et il m'annonce qu'au moment de réserver sa propre chambre d'hôtel, il a atteint le plafond de règlement de sa carte bleue. Et donc, il me demande si j'accepte de lui prêter ma carte, alors non pas pour régler sa chambre d'hôtel, mais pour laisser l'empreinte pour la caution. Alors ça m'embête un peu parce que on se connaît pas depuis longtemps. Il a l'air de venir d'une famille où ils sont assez à l'aise financièrement. Il prétend l'être lui aussi, assez à l'aise financièrement. Donc je trouve ça bizarre qu'il me demande de laisser la caution de sa chambre. Ça m'interpelle aussi parce que je me dis qu'avant de me demander à moi, il aurait peut-être pu sonder un membre de sa famille, enfin quelqu'un de plus proche, quelqu'un qui connaît bien plus que moi. Donc j'hésite beaucoup à lui confier ma carte à ce moment-là. Mais il insiste. C'est le matin, encore une fois, on est à la maison. Il me parle de ça. Moi, je suis un peu pressée, il faut que j'aille travailler. Je lui propose qu'on en parle un petit peu plus tard. Il me relance dans la journée, par texto, pour savoir si j'ai réfléchi à sa demande, etc. Et il finit par me relancer le soir même, puisqu'il est chez moi. Il vient à la maison. Donc, il me dit, écoute, je suis navrée d'insister avec ça, mais vraiment, je suis embêtée. On est à 2 jours du mariage et j'ai toujours pas réservé ma chambre. Si j'ai pas de chambre, je vais être ennuyée, quoi. Et à ce moment-là, du coup, j'accepte de lui laisser ma carte bleue pour qu'il dépose mon empreinte. Il prend mes numéros de carte bleue, il bidouille sa manipulation là sur
sur le compte de l'hôtel. Il me dit: «Marie, vérifie ton application, bancaire que tu n'aies pas été débitée et tout». J'ai dit: «Non, non, tout est OK, rien n'a été débité, tout est parfait». Il me dit: «Bon, bah, OK, merci beaucoup» et puis ça s'arrête là. Le lendemain matin, je le dépose à la gare Montparnasse, puisqu'il est censé partir, donc c'est vendredi matin. Je le dépose à la gare Montparnasse puisqu'il part pour le week-end pour son mariage. J'arrive au bureau et sur les coups de midi, je sais pas pourquoi, je vérifie mon application bancaire et je me rends compte que j'ai été débitée de 400 € sur mon compte bancaire. Je lui envoie un texto immédiatement pour lui dire: «Écoute, il y a un problème avec la caution, l'hôtel m'a débité de la somme». Et là, il réagit très, très vite en me disant: «Oh là là, mais je suis désolé, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoute, je règle ça avec l'établissement immédiatement à mon arrivée». Moi, je suis embêtée parce que ce jour-là, c'est l'anniversaire de mon fils, de mon petit et donc j'ai plein de projets pour le week-end et d'être délestée de 400 € sur mon compte bancaire, sur le moment, ça m'arrange pas trop. Donc je lui dis: «Écoute, règle-moi ça vite, s'il te plaît, c'est l'anniversaire de mon fils, comme tu le sais et j'avais des projets pour le week-end, donc ça ne m'arrange pas». Et il me dit: «Attends Marie, il y a pas de souci, je te fais un virement immédiatement». Le virement n'arrive jamais. Il me dit qu'il me fait un instantané, j'ai pas de virement, j'ai pas de trace de virement, je le relance tout au long du week-end. C'est la première fois qu'il est si peu présent. J'ai du mal à le joindre. Il est très long à répondre aux messages. Enfin, tout d'un coup, voilà, je découvre un côté de lui qui m'avait pas encore montré. J'étais habituée à un homme prévenant, très présent par texto. Et là, tout d'un coup, j'ai plus de son, plus d'image. Je rentre chez moi, il n'est pas là. Ses affaires sont étalées un petit peu partout dans l'appartement. J'ai clairement l'impression qu'il est parti précipitamment. Il me dit qu'il doit partir à Bordeaux en urgence puisqu'un ami est en train de mourir. Une rechute de cancer foudroyant. Je décide de faire un peu de place dans mes placards puisque ça y est, j'ai envie de me lancer avec lui, j'ai envie de lui faire de la place chez moi pour qu'il s'installe de plus en plus. Et je découvre des préservatifs dans ses affaires, ce qui me surprend énormément puisqu'on a fait les tests et on n'en utilise plus. Je suis surprise et d'un seul coup, je suis inquiète. Il me dit pas forcément qu'il est bien arrivé. Il me montre pas le lieu où il se trouve alors qu'il est censé être dans un sublime château. Enfin, je veux dire, n'importe qui fait ça. On arrive dans une chambre d'hôtel, on est sans son compagnon ou sans sa compagne. Le premier truc qu'on fait, c'est une vidéo pour lui dire regarde où je suis installée. Et lui ne le fait pas. Donc je patiente un peu et je finis par lui demander. Alors, pas le jour de son arrivée, le vendredi, mais le lendemain, jour de mariage, je lui demande de m'adresser des photos. Je lui dis: montre-moi comme tu es beau, envoie-moi quelques photos. Il m'a laissé son iPad avec le code. J'avais pas du tout prévu de fouiller dedans, mais ayant trouvé les préservatifs, je décide de fouiller dedans. Donc je déverrouille son iPad, je commence par fouiller tout ce qui est assez classique, hein, les photos, les messages, voir s'il y a les applis des réseaux sociaux, sachant qu'il m'a dit qu'il n'avait pas de réseaux sociaux. Je trouve rien, rien n'est relié à son téléphone, sauf les notes. Je tombe sur un document où il est clairement inscrit qu'il est marié, qu'il a en tout cas été marié. Je commence à avoir des sueurs froides, je comprends pas, je me dis ok, je vais tout fouiller, je vais tout lire et je lis un texte de lui. Au début, je crois juste qu'il se confie entre guillemets à l'iPad, c'est un peu un journal intime sur sa précédente relation. Et je comprends dans ce texte que, en plus d'avoir au moins eu une femme, il a un enfant. Il m'envoie une photo de lui en costume, il est très très beau. Et en arrière-plan, je zoome un peu puisqu'il y a plein de monde derrière lui. Et les gens portent des collants, portent des manteaux avec de la fourrure au col. Et ce jour-là, je suis avec mon frère. Je montre les photos, je lui dis: mais il se fout de moi ou quoi? Et là, mon frère me regarde en me disant eh. Je lui adresse un texto et je lui dis: excuse-moi, ces photos datent d'aujourd'hui? Et il me renvoie une série de points d'interrogation. Et là, je suis quand même chamboulée. Là, je rigole maintenant après coup, mais je suis quand même chamboulée sur le moment et je comprends qu'il est en train de se passer un truc tout à fait anormal. Non seulement je suis sans son, sans image depuis la veille, et en plus il m'adresse des photos. Enfin, on voit clairement que ces photos ne datent pas de l'instant et que la saison ne correspond pas du tout. Et donc, je ne lui écris plus du tout de la journée. Tout de suite, il nie tout en bloc.
Il me dit qu'il y a une explication, qu'il a prêté son iPad il y a quelques semaines à son cousin et que son cousin a dû synchroniser l'iPad avec son téléphone, à lui. Je n'y crois pas du tout, puisque ça fait déjà plusieurs semaines qu'on se fréquente et son iPad, il l'a constamment avec lui. Donc je sais très bien qu'il ne l'a pas prêté à son cousin. J'arrête de fouiller parce que je suis trop mal. J'encaisse un peu le truc, je réfléchis et je ne lui adresse plus du tout de message. Et il m'envoie un message en fin d'après-midi. « Coucou chérie, comment ça va ?» Et donc à ce moment-là, je lui réponds que ça ne va pas, que je suis chagrinée par son envoi de photos, qu'il y a clairement un truc qui ne va pas. Et il me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'elles ont d'anormal ces photos ?» Mais je lui dis « Enfin, les gens portent des manteaux de fourrure. La gamine derrière toi porte un collant. On est le 15 août. J'ai une amie qui est à Bordeaux, qui étouffe tellement il fait chaud. » Et là, il me répond « On est en bord de mer. Il était préconisé d'être couvert. » Il doute de rien, quoi. Il a réponse à tout, c'est instantané. Bim, il est hyper vif, super réactif. Et il m'envoie ça. Il m'envoie cette réponse. Et toute la nuit qui suit, il m'envoie des vidéos de mariage. Mais clairement, il y a 2 mariages différents au sein de ces vidéos. Donc déjà, c'est 2 salles, 2 ambiances, parce qu'on voit bien qu'il ne s'agit pas des mêmes salles de réception. J'ai des vidéos sur lesquelles les gens sont en tenue tout à fait estivale et qui pourraient complètement correspondre à la saison. Et d'autres vidéos où des gens portent carrément des manteaux de fourrure, quoi. Et associé à cette histoire de virement, du coup, à cette histoire d'empreinte bancaire pour laquelle finalement j'ai été débitée, tout ça mis bout à bout me laisse clairement penser que je suis en train de me faire avoir. Donc ma théorie à ce moment-là, c'est qu'il m'a menti tout le week-end et qu'il était très certainement au week-end avec une autre femme. Donc j'hésite beaucoup à aller le chercher à la gare et finalement j'ai quand même envie d'avoir un échange de vive voix avec lui, donc je me décide à y aller. Avec la référence du billet aller, je m'aperçois que je peux avoir accès au billet retour et donc voir la date et l'horaire du retour. J'hésite à annuler son billet pour lui faire une petite blague. Et on discute beaucoup moins le samedi puisque son ami meurt à 16h. Le dimanche, il doit rentrer, mais donc moi, je connais l'horaire de son billet. Et quand je lui demande à quelle heure il rentre, parce que j'aimerais aller le chercher à la gare, que je veux être là pour le consoler, il vient de perdre son ami, je veux être là pour lui, je lui demande à quelle heure il rentre, et là, il me ment sur l'horaire de retour, et il me donne un horaire 3 heures plus tard. Donc je décide d'aller à la gare Montparnasse, me cacher en attendant qu'il arrive pour voir avec qui il va descendre de ce train. Donc j'arrive à gare Montparnasse très en avance. Je me gare au dépose minute, là où je l'avais déposé le vendredi matin. Et finalement, j'ai quand même beaucoup d'avance, donc je décide d'aller me garer et de l'attendre à l'intérieur de la gare. Donc je me déguise pas, on se connaît, nous les femmes, je me mets sur mon 31 quand même. Je me coiffe, je me maquille, je mets une petite robe et j'y vais. Je me prends un petit café en attendant qu'il arrive. Et quand son train est annoncé, je me rends OK. Je suis au téléphone avec ma cousine à ce moment-là, à distance. Elle me dit « Mais cache-toi là, va là ». J'avais tout prévu avant de partir, mais pas de chance. Le Starbucks en face de la voie des trains qui arrivent de Bordeaux était fermé ce soir-là. Donc je me cache entre 2 distributeurs, dos à la voie pour les voir arriver. Ils étaient obligés de passer devant moi, donc j'attends. Il descend du train, il arrive, il me prend dans ses bras et il me dit « Oh, je suis désolée, excuse-moi pour mon absence, je t'ai négligée tout le week-end, je m'en rends compte, j'ai été très occupée, j'ai dû gérer des choses que je n'aurais pas dû gérer et je me rends compte que je t'ai totalement mise de côté et je m'en excuse. » Je vois Lesty avec une femme passer devant moi, mais ils se touchent pas, ils se tiennent pas, donc j'attends de voir, je les suis un petit peu. Ils se font un câlin assez amical, donc j'attends encore. Et quand ils se prennent la main, je décide de débarquer et de leur sauter dessus. Et à ce moment-là, une jeune fille arrive en courant vers nous et se stoppe devant nous et lui dit « Bah alors bébé, t'as pas l'air très en deuil pour quelqu'un qui vient de perdre son ami à Bordeaux ?» Il me regarde, il perd contenance pendant 30 secondes et je vois cette femme qui a un mouvement de recul. Moi, je tombe dénue, quoi. J'essaye de lui lâcher la main et il me serre la main tellement fort. Il est décontenancé pendant 30 secondes, mais ça dure vraiment pas longtemps. Il reprend ses esprits et il dit à cette femme « Viens bébé, on y va. C'est qui ça ? C'est n'importe quoi. » Il me tire vers l'extérieur de la gare et il demande à cette jeune fille de partir. Et je l'empêche d'avancer.
Et là, je décide de m'adresser à cette femme en lui disant « Écoute, il a une femme et 3 enfants. » Et elle me dit « Oui, mais ça, je suis au courant. » Elle me dit « Essayez d'appeler son ex-femme, elle est au courant de tout. Et surtout, faites gaffe à vos numéros de carte bleue, ne lui communiquez jamais vos numéros de carte bleue. » Des suites de cet épisode à la gare, j'ai tenté d'entrer en contact avec son ex-femme. Donc je l'avais retrouvée sur les réseaux sociaux, c'était assez facile de la retrouver. Et je lui avais écrit sur Facebook. Et plusieurs semaines après, j'ai reçu un message de sa part où elle me dit « Bonjour Marie, je vois que tu as essayé de m'écrire il y a quelques semaines. Je pense savoir de quoi il s'agit. Surtout, n'hésite pas à revenir vers moi. » Vous venez d'écouter le 2e épisode de Lover Voleur, une série de Lisiane Larbani, dans la suite de son enquête publiée dans Libération en décembre 2023. Dans le 3e épisode, les femmes ne sont pas les seules à se faire avoir. La réalisation et le mix sont de Clémence Relia. Louise Emerlet est à la production. À très vite.